D'ordinaire, quand on pense à une trajectoire idéale, on a tout de suite en tête l'image d'un GPS moderne. Ouais, c'est un excellent exemple. Bah oui, on entre une destination et l'algorithme calcule instantanément l'itinéraire le plus court ou celui qui va consommer le moins de carburant. C'est propre, c'est net, c'est l'optimisation à l'état pur, quoi. Le chemin parfait est tracé. C'est vrai qu'il y a une indéniable beauté mathématique là-dedans. En fait, c'est l'incarnation même de la rationalité. Comment aller d'un point A à un point B en gaspillant le moins de ressources possible. Et c'est un principe qui semble régir énormément de choses autour de nous. Mais euh, il y a un problème de taille dans cette image. Parce que pendant que la voiture suit ce trajet parfait, calculé au millimètre près, bah, elle s'use. Ah, la fameuse usure du temps. C'est ça. Le moteur chauffe et dissipe de l'énergie. Les pneus perdent un peu de gomme sur l'asphalte à chaque kilomètre et la carrosserie commence imperceptiblement à rouiller. Donc, l'itinéraire est peut-être parfait sur le papier, mais le véhicule lui-même se dégrade inexorablement. Et la perfection du trajet n'empêche pas du tout la destruction matérielle. Du coup, cette tension entre l'optimisation parfaite d'un côté et la dégradation inévitable de l'autre, c'est peut-être le paradoxe le plus fondamental de notre réalité physique. C'est carrément une contradiction qui a divisé l'histoire des sciences. Et c'est précisément ce qui nous amène à notre exploration d'aujourd'hui. Je suis très impatiente d'en parler, oui. On plonge dans un document de synthèse extrêmement dense et franchement fascinant, rédigé par Gurus S en 2025. Le titre annonce d'emblée la couleur. Ça s'appelle « Un principe pour les gouverner tous, le méta-principe négantropique Tout un programme, quoi. ». Grave. Notre mission aujourd'hui, pour tous les curieux qui nous écoutent, ça va être de décoder ce fameux concept. Parce que l'auteur soutient que ce principe unifie absolument tout ce que nous connaissons. On parle de relier la trajectoire d'une simple particule de lumière à la naissance de la vie biologique. Jusqu'à l'évolution de nos sociétés industrielles même, hein. Exactement. C'est une immense fresque qui tente d'expliquer comment l'ordre parvient à émerger d'un univers chaotique. Alors pour reprendre notre métaphore du début, l'univers ressemble-t-il davantage à ce GPS parfaitement optimisé ou à cette vieille voiture qui part en morceaux? Alors, pendant très longtemps, il faut savoir que la physique classique a penché du côté du GPS. Dès le XVIIIe siècle, des penseurs comme Maupertuis ont commencé à observer que la nature semblait agir par économie. Par économie, genre aller radine? C'est ce qui a donné naissance au principe de moindre action. Pour illustrer, si on observe un rayon de lumière qui traverse l'air et puis plonge dans l'eau, il se plie, il change d'angle. Maupertuis a compris que la lumière emprunte toujours le chemin qui lui prend le moins de temps. Attends donc, la lumière calcule son itinéraire. Ça paraît presque magique, l'univers qui anticipe le chemin le plus court. C'est fascinant, hein. La nature, d'une certaine manière, semble profondément paresseuse, elle évite l'effort inutile. Et des mathématiciens comme Euler ou Lagrange ont transformé cette idée en un socle mathématique d'une solidité absolue. Toute la mécanique classique s'est mise à reposer là-dessus, en fait. Ouais, sur cette idée d'optimisation globale. Même au XXe siècle, quand Richard Feynman s'est attaqué à la mécanique quantique, il a utilisé ce même principe. Une particule explore toutes les trajectoires possibles, simultanément. Mais la réalité physique qui émerge correspond au chemin de moindre résistance. Donc, l'univers trouve l'équilibre parfait sans le moindre effort superflu. Le tableau semble idyllique, quoi. C'est un mathématicien de génie. Sauf que, comme tu l'as dit tout à l'heure, la voiture commence à rouiller. Voilà. C'est là que la thermodynamique vient raconter une histoire beaucoup plus sombre. C'est le grand choc scientifique du XIXe siècle. Des ingénieurs comme Carnot cherchent à perfectionner les machines à vapeur pour obtenir l'efficacité pure. Mais ils se heurtent à un mur invisible. Il y a toujours une perte. Exactement. Il est physiquement impossible de convertir toute la chaleur d'un moteur en travail utile. Il y a une fuite d'énergie récupérable. Et Clausius formalise ça avec le second principe de la thermodynamique. Le fameux principe qui dit que l'entropie augmente inévitablement dans un système fermé. C'est ça. L'entropie, c'est un mot qui revient tout le temps et qui fait un peu peur. Mais en gros, pour ceux qui nous écoutent, c'est la mesure de la dégradation, non? La tendance de toute chose à retourner au désordre. Ouais, Lord Kelvin parlait de dissipation universelle. Si l'univers est un système fermé, toute son énergie va finir par se diluer. Les étoiles vont s'éteindre et on va glisser vers le chaos total. Ce qui est super déprimant. Et surtout, c'est un mystère absolu. D'un côté, on a un univers qui optimise ses mouvements avec une grâce parfaite, et de l'autre, une loi inébranlable qui dicte que tout s'effondre. C'est le grand paradoxe. Mais
On regarde par la fenêtre et on voit des arbres hyper complexes. On voit des villes, des cerveaux humains. Si l'univers tend vers la poussière, comment des trucs aussi organisés font pour exister? C'est là qu'il faut regarder au-delà des systèmes fermés. Un arbre, une ville, ce n'est pas isolé, ce sont des systèmes ouverts. Ils survivent en créant de la négantropie, donc de l'entropie négative. D'accord. Donc ils maintiennent leur structure, mais ils rejettent leur propre désordre vers l'extérieur. Exactement. Et l'outil fondamental pour faire ça, c'est l'information. L'information. Alors là, le lien entre l'information et la chaleur physique, c'est pas intuitif du tout. Généralement, on voit l'information comme un truc abstrait, genre un fichier sur un disque dur. Ouais, mais le document insiste sur le fait que l'information a un coût physique tangible. Et pour ça, il faut parler du démon de Maxwell. Ah oui, l'une des énigmes les plus célèbres de la science. L'expérience de pensée de 1871. C'est ça. Maxwell imagine une boîte fermée, remplie d'un gaz à température ambiante, avec une paroi au milieu et une toute petite porte. Et là, il place un démon imaginaire. Un petit bonhomme qui observe les molécules rebondir, c'est ça? Voilà. Et la température, c'est juste la vitesse des molécules. Rapide égale chaud, lent égale froid. Le démon ouvre la porte uniquement pour laisser passer les molécules rapides d'un côté et les lentes de l'autre. Et du coup, sans fournir d'efforts physiques pour pousser les molécules, juste en ouvrant et fermant une porte, il sépare le chaud et le froid. Le côté droit devient brûlant, le gauche devient glacial. C'est exactement ça. Il crée de l'ordre géométrique à partir du chaos. Donc il baisse l'entropie globale. Mais c'est une violation pure et simple des lois de la physique. Il crée de l'ordre gratuitement. Et c'est pour ça que ça a rendu fou les scientifiques pendant près d'un siècle. Mais la solution est venue plus tard avec la théorie de l'information et l'informatique grâce à Szilard, Shannon et Landauer en 1961. Ah, le principe de Landauer. Oui, ils ont démontré que le démon ne contourne pas les lois de l'univers. Parce que pour trier les particules, il doit d'abord observer leur vitesse et surtout stocker cette donnée dans sa mémoire. Mais la mémoire a une limite. Donc, à un moment, le démon doit effacer des données pour faire de la place. Et c'est là que le piège se referme. L'effacement d'un bit d'information dégage inévitablement de la chaleur. Le démon dissipe de l'énergie et crée de l'entropie au moment précis où il vide sa mémoire. C'est fou. L'ordre créé dans la boîte est compensé par le chaos généré par l'effacement de l'information. Bilan thermodynamique sauvé. C'est ce que John Archibald Wheeler résumait par « it from bit ». L'entropie physique d'un système, c'est l'équivalent de l'information qu'il nous manque pour le décrire. Ça donne le vertige, quoi. Ça veut dire que l'ignorance, c'est physiquement équivalent au chaos, et à l'inverse, apprendre quelque chose, c'est un acte de résistance thermodynamique. Oui, la négantropie, c'est ça. L'information permet de maintenir l'ordre et de payer la facture énergétique face au chaos de l'environnement. Bon, d'accord pour un ordinateur ou un démon avec un cerveau. Mais avant l'apparition de la conscience, comment une vulgaire soupe chimique, genre de la matière inerte, a pu apprendre à s'organiser? Ça, c'est Ilya Prigogine qui a trouvé la réponse, et ça lui a valu un prix Nobel. Il a prouvé que la matière n'a pas besoin de conscience. L'ordre n'apparaît pas pour résister au flux d'énergie, il émerge parce qu'il est le meilleur moyen de dissiper ce flux. Les structures dissipatives. Exactement. L'exemple des cellules de convection de Bénard est parfait pour visualiser ça. Ah oui, la casserole d'huile qu'on chauffe. Au début, la chaleur se diffuse, puis ça bout de façon chaotique. L'entropie augmente. Mais si on chauffe encore plus fort, paf, il y a une rupture. Oui, le fluide bascule dans un état hautement organisé. Des motifs géométriques, souvent des hexagones réguliers, apparaissent. Des milliards de molécules se mettent à circuler ensemble. C'est magique. Et la clé, c'est que ces rouleaux de convection évacuent la chaleur beaucoup plus vite que le bouillonnement aléatoire. L'ordre est le canal par lequel l'énergie s'échappe le plus efficacement. Ça me fait penser à une start-up, en fait. Une start-up? Ah oui, le parallèle économique? Ben oui, imagine. L'entreprise ne peut maintenir ses départements bien rangés que si un flux d'argent la traverse. Si l'argent s'arrête, elle meurt. Mais tout cet ordre interne, la hiérarchie, les algorithmes, ça sert juste à brûler ce capital et ses revenus le plus efficacement possible pour capter le marché. L'ordre de l'entreprise est la machine qui dissipe le flux financier. C'est une excellente analogie. Ça illustre le principe de puissance maximale de Lotka et Odum. Les systèmes qui survivent sont ceux qui maximisent le flux d'énergie utile. Schrödinger parlait de ça pour la vie, non? En disant qu'un organisme suctionne de l'ordre et rejette du désordre. Tout à fait. Et si on pousse le raisonnement, ça donne une lecture thermodynamique de Darwin. L'évolution serait juste de la thermodynamique.
La sélection naturelle, c'est pas juste la survie du plus fort, c'est l'optimisation énergétique. En gros, oui, la nature favorise les structures qui dissipent le mieux l'énergie. Une plante dissipe le soleil, un herbivore dissipe la plante, un prédateur dissipe l'herbivore. C'est une cascade de dissipation? Mais attends, si de l'huile dans une casserole et un réseau alimentaire font le même travail de dissipation, alors la frontière entre ce qui est vivant et ce qui est inerte, elle n'existe plus. Elle devient totalement floue, en effet. Et le document aborde le concept de life, ou vie en français, proposé par Bartlett et Wong en 2020. Pour définir un cadre plus large que la biologie. Oui, avec 4 conditions. Dissiper l'énergie, l'autocatalyse, donc favoriser sa propre croissance, l'homéostasie et l'apprentissage. Donc un ouragan qui dissipe de la chaleur, s'auto-entretient et se régule, il cocherait presque ces cases, sans avoir d'ADN. Exactement. Et François Rodier, en 2012, est allé encore plus loin. Il suggère que l'univers entier évolue pour accélérer la dissipation. Les étoiles dissipent la gravité, les planètes dissipent l'énergie stellaire, la vie dissipe la chimie. Donc, si je te suis bien, une civilisation moderne comme la nôtre, avec nos immenses villes, nos réseaux électriques et financiers, une ville comme Tokyo, c'est fondamentalement comme une étoile géante. Sur le plan de la physique fondamentale, oui. Les deux s'organisent pour brûler un potentiel énergétique concentré et émocracher de la chaleur dégradée. L'humanité est une structure apparue pour dissiper les énergies fossiles avec une efficacité redoutable. C'est ahurissant de voir les choses comme ça. Et Gurús S unifie tout ça avec une équation delta phi égale 0. Tout système, animal, fluide ou humain, se stabilise dans la configuration qui optimise sa dissipation. C'est le chemin de moindre résistance. L'auteur l'applique même à la linguistique avec la loi de Zipf. Oui, la loi de Zipf est un exemple extraordinaire. Elle montre que dans n'importe quelle langue, les mots les plus utilisés sont les plus courts. Le, est, de. Ah ouais, c'est pas juste une coïncidence culturelle, c'est de l'optimisation d'un âne. Ça économise de l'énergie physique en parlant et cognitive en réfléchissant. Exactement. L'humanité a optimisé le flux d'informations. C'est pareil pour le rasoir d'Occam en logique, qui préfère l'explication la plus simple, ou l'équilibre de Nash en économie. Tout est lié en fait. Une loi ou une institution sociale n'existe pas parce qu'elle est moralement bonne, mais parce qu'elle dissipe efficacement l'incertitude et l'énergie. Et de grands philosophes l'avaient pressenti. Schopenhauer avec sa volonté de vivre, Nietzsche et sa volonté de puissance, s'étendre et dominer son environnement, ou Bergson avec l'élan vital. Tous décrivaient ce même combat incessant contre l'entropie. C'est exactement ça. Pour récapituler tout ça, pour ceux qui nous écoutent, l'idée maîtresse, c'est que l'ordre n'est jamais un état fixe. Que ce soit une idée, une entreprise ou un organisme, on ne peut pas le mettre sous cloche. Non, ça ne marcherait pas. Pour survivre, la structure doit rester ouverte, traversée par des flux continus de matière et d'informations. Bloquer le flux, c'est signer son arrêt de mort thermodynamique. Et cette conclusion amène une réflexion vertigineuse sur notre technologie. Si l'univers crée des étoiles, puis des cerveaux, puis des civilisations dans le seul but de dissiper l'énergie toujours plus vite, Où est-ce qu'on s'arrête ? eh bien, l'intelligence artificielle, ces immenses fermes de serveurs qui engloutissent des quantités colossales d'électricité, ce ne sont peut-être pas de simples inventions humaines. Ah oui. Tu veux dire que l'IA serait la prochaine étape inévitable ? Un outil thermodynamique nouveau, plus rapide et froidement efficace que la biologie, pour poursuivre la mission cosmique de maximisation de l'entropie sur Terre. Le GPS, mathématiquement parfait dont on parlait au début, qui serait conçu de toutes pièces pour accélérer la combustion du carburant à l'échelle planétaire. C'est une pensée fascinante et un peu terrifiante pour clore cette exploration. Ça laisse carrément à méditer.